panorama de l'édition française, en fait, l'idée, c'est effectivement d'essayer rapidement de donner une vision panoramique, d'où l'expression, et l'édition prise plutôt comme un terme générique. Christelle Greff, vous avez employé le terme d'industrie culturelle, que j'aime bien par ailleurs. Je suis moins d'accord avec le terme d'industrie culturelle et créative, qui lui est un terme, alors que l'industrie culturelle est un concept qui, comme on le sait, a été développé par Adorno en 1947. À l'époque, la notion de créativité était insérée au sein même de la culture. Mais enfin bon. Et donc, j'aime bien, effectivement, on peut parler du secteur aussi, puisque je ne vais pas parler que de l'édition, mais je prends l'édition ici au sens générique, le projet n'étant pas de parler que de cela. J'ai bien entendu aussi que pour les promoteurs de cet observatoire, cet OPSLIT, si j'ai bien retenu l'acronyme, de littérature, c'est aussi l'idée de produire des informations, produire des statistiques. Et c'est vrai que, comme dans toute industrie, et peut-être encore plus du fait aussi d'une certaine intimité parfois de la relation entre des acteurs, notamment entre éditeurs et auteurs, la notion de la transparence économique est relative. Je veux dire, bon. Et c'est quelque chose, si vous voulez, que l'on sait, qu'on retrouve aussi probablement dans l'industrie du cinéma, j'en suis certain. On le retrouve aussi chez des grands opérateurs comme Amazon ou Google, dans un tout autre registre d'ailleurs. L'intérêt de la petite expérience française que j'essaie de présenter ici, si vous voulez, c'est que je me suis appuyé sur une mosaïque de données de divers ordres pour vous montrer qu'effectivement, il n'y a pas une source seule, il y en a davantage, et il y a à l'évidence à définir, à construire aussi des indicateurs qui reposent non pas en soi, si vous voulez, sur des valeurs immédiatement sûres, mais sur les évolutions qu'elles peuvent avoir et par là même par les tendances qu'elles peuvent dégager. Donc, ces sources, si vous voulez, on va aller assez rapidement. Il y a, d'une part, il va y avoir le syndicat national de l'édition, qui est donc l'organisme professionnel pour un certain nombre. Il y a le ministère de la Culture, à la fois au travers de son département d'études et statistiques. Il y a, au sein du service civique lecture, la DGMIC, Direction générale des médias et des industries culturelles, et non pas créatives, au ministère de la Culture. Il y a effectivement un observatoire de l'économie du livre. Et puis, il y a aussi la Bibliothèque nationale de France, une base de données que vous connaissez peut-être, bibliographique interprofessionnelle, qui s'appelle Electre, qui a par ailleurs un support et papier numérique hebdomadaire qui s'appelle Livres Hebdo. Et donc, bon, donc il y a ceci, on peut en trouver, si vous voulez, ici et là, d'autres. Donc c'est déjà une certaine maïotique. Et puis, je vais le dire aussi, j'allais dire le confesser, c'est aussi d'aller chercher soi-même un peu de l'information auprès d'un certain nombre de producteurs. Sinon on n'y arrive pas. Alors ça a l'air de marcher. Là, si vous voulez, l'idée de parler de l'évolution du chiffre d'affaires, c'est une statistique de l'édition qui est une statistique que je refais sur 90 à 2017. Je dirai quelques mots sur 2018 et sur les 2 premiers mois de 2019, mais là, si vous voulez, c'est une évolution en euros courants, c'est-à-dire que ça ne tient pas compte de l'inflation. Quand on regarde le tableau qui se trouve à la gauche de cette diapositive, on observe que de toute façon, ne serait-ce qu'entre 2017 et 2010, on a à peu près les mêmes chiffres, c'est-à-dire une certaine évolution, alors même que la hausse des prix, l'inflation, pour aller vite, si vous voulez, était supérieure, ce qui laisse présupposer qu'effectivement, nous sommes, même si nous sommes dans une industrie mature, on peut considérer, contrairement à d'autres industries, le livre, vous l'avez rappelé, Madame, le livre est une industrie ancienne, enfin, je veux dire, elle a beaucoup d'histoire et autres, mais en même temps, elle est mature, je veux dire, une croissance assez forte. Et effectivement, c'est simplement depuis à peu près 2008 qu'on observe une érosion lente, mais une érosion certaine sur laquelle on peut se poser un certain nombre de questions qui ne sont pas liées qu'à la crise de la lecture, de mon point de vue. À cet égard, et en parallèle, je cite une étude récemment sortie auprès du ministère de la Culture que je trouve assez excellente, pourtant je ne suis pas toujours d'accord avec son auteur, qui est Olivier Donat, sur la diversité des marchés, que je trouve très bien faite. Olivier Donat, juste avant sa retraite, a fait un travail où il a inséré un peu d'économie. En général, il a une dynamique très sociologisante, et ce qui en soi ne me gêne pas, mais il a là qui est effectivement tout à fait intéressante sur les pistes de réflexion sur les évolutions du marché du livre. Ici, donc, vous voyez, c'est la courbe, ce qu'elle essaye de rendre compte de ce qui en est. Cette
l'industrie mature. Et puis on voit, si vous voulez, cette lente progression. L'année 2018, pour aller vite, les chiffres que nous aurons vont s'organiser autour de moins 1,8, moins 2% à peu près, comme niveau de l'activité. Ce qui veut dire que quand on le ramène en euros constants, je ne sais pas pourquoi je vous ai mis le courant, parce que j'ai aussi le constant, mais de fait, si vous voulez, on observe, on va dire depuis à peu près 10 ans, une évolution de l'activité en euros constants que j'évaluerai autour de moins 6, moins 7%, si vous voulez, globalement consolidé. C'est rien à côté de ce que l'industrie du disque a pu connaître, si vous voulez, après avec l'arrivée du streaming et autre chose, mais en tout cas, on a un indicateur qui est assez fort. Ça s'explique aussi par une chose qui est toute bête, qui est la place du livre au format de poche. Le livre au format de poche qui aujourd'hui représente 27% des exemplaires vendus, on l'oublie souvent. Ça ne représente que 14% du chiffre d'affaires et pour cause, puisque le prix moyen est plus faible, mais plus d'un livre sur 4 vendus est un livre qui est un livre au format de poche. Donc il y a une évolution, enfin une réorientation du marché. On le verra tout à l'heure avec les exemplaires qui permet un petit peu de confirmer ce genre de choses. Donc, à l'intérieur de ces chiffres tels qu'ils sont là, pour l'année 2017, la part des livres numériques, des e-books, comme certains aiment bien dire, la part de livres numériques, d'après le syndicat national de l'édition, ressort à 7,3% du total. Toutefois, si on isole les ouvrages à caractère professionnel ou scientifique, principalement les ouvrages de droit, naturellement, les codes Dalloz ou autres, sans faire de publicité, ou aussi les ouvrages de médecine, si vous voulez, d'une certaine manière, et quelques livres de sciences sociales, mais pas tant que cela. Ces secteurs-là représentent 3/4 des livres qui sont les livres numériques. Donc si on est dans la littérature générale Or, effectivement, les livres de droit, or les livres de sciences dures, pardonnez-moi pour l'expression, la médecine et aussi certains segments très pointus, si vous voulez, de la recherche en sciences sociales, pour ce qu'on pourrait appeler donc le reste, qu'on pourrait appeler la littérature générale en tant que telle, ça intègre naturellement aussi la jeunesse et la bande dessinée et le livre d'art, on se trouve autour de 3,2, 3,3%, si vous voulez, du livre numérique par rapport au total de ce qui se fait. C'est intéressant à référer vis-à-vis des pays anglo-saxons, notamment les États-Unis et le Royaume-Uni, où en effet, on se balade pour l'un comme pour l'autre autour de 20%. C'était plus important d'ailleurs à un moment donné. Il y a une certaine baisse tendancielle qui est liée aussi à une refonte des prix, enfin de politique de tarifs et des catalogues de numérique qui ont été faits dans le cadre c'est un peu de ce qu'on appelle le contrat de mandat, mais une sorte de prix unique en quelque sorte, mais qui serait un prix unique non dit, si vous voulez, qui a fait réévaluer le prix facial sur des livres numériques. Mais enfin, c'est intéressant de constater que pour la France, et pour comparer à un pays dont je connais un peu les statistiques, qui est un des pays frontaliers que vous citiez, qui est l'Allemagne, on se situe légèrement en dessous de l'Allemagne, qui, sur les mêmes références, serait plutôt autour de 3,8, 3,9, quand nous, on est à peu près à 3,2, je veux dire, sur l'aspect strictement littérature générale. Alors, qui sont les acteurs de cette édition? C'est ça qui est intéressant. Alors, je vais employer un terme qui fait un peu baroque, mais que j'aime bien d'une certaine façon, qui est, on peut dire, l'édition, c'est un secteur oligopolistique à franges. Voilà. Donc, ça veut dire quoi, oligopole? Vous savez ce que ça veut dire? C'est plusieurs pôles, pour faire vite. Donc, il y a, laissons de côté l'édition de droit en particulier, qui là est dominée par le groupe Lefebvre-Sadru, dans lequel on va trouver l'école Lefebvre, on va trouver Dalloz, enfin on va trouver, si vous voulez, un certain nombre de choses. Prenons les autres secteurs. Vous avez 4 principaux acteurs qui sont en même temps qui contrôlent les outils de distribution. La distribution étant la partie logistique des livres, c'est-à-dire le stockage, la facturation et l'amener aux outils de livraison en tant que tel, de camionnage. Donc il y a d'un côté le groupe Hachette Livre, qui est un groupe français, donc, et qui réalise à peu près 36%, 37% de son chiffre d'affaires en France. Le reste étant, effectivement, Hachette est implanté un peu partout dans le monde. Ils sont implantés, pas en Allemagne d'ailleurs, mais ils sont implantés, ou à la marge, ils sont implantés aux États-Unis, ils sont implantés au Royaume-Uni, ils sont implantés un petit peu en Espagne, en Amérique latine, si vous voulez, de façon significative, de façon plus résiduelle en Chine, en Inde,
en Russie, enfin, à peu près pour aller vite. Le groupe Hachette, qui, alors en même temps, cette chose très particulière, est composé de toute une série de marques éditoriales qui ont pour la plupart d'entre elles une autonomie juridique, c'est-à-dire leur propre identité juridique. En littérature générale, encore une fois, il y a 5 ou 6 marques selon ce qu'on considère, c'est-à-dire que vous avez Fayard, Grasset et Stock d'un côté, Lattès, Calman Lévy, et puis les éditions Quérault, mais qui maintenant sont avec Calman Lévy. Et bien sûr, ils ont le livre de poche qui leur appartient, je veux dire, en tant que tel. Mais par ailleurs, Hachette, c'est aussi Larousse, c'est aussi Duno, c'est aussi Le Chêne, c'est aussi Azan, c'est la marque Hachette, si vous voulez, en tant que tel, aussi bien en livre scolaire, on en parlait tout à l'heure, qu'en livre pratique ou en livre ou autre chose. Bon. Donc, ils sont présents, si vous voulez, sur toute une série de domaines. Ils ont un outil de distribution où ils distribuent leurs propres marques et aussi d'autres marques comme Glénat, qui ne leur appartient pas pour autant, mais ou autres, ils ont aussi cette fonction, ce qui sera le cas des autres. Un deuxième opérateur qui est le groupe Editis, qui depuis quelques mois est propriété du groupe Vivendi, excusez-moi, qui est lui-même contrôlé par M. Bolloré, et donc effectivement qui lui regroupe c'est l'ancien Navas, si vous voulez, d'une certaine façon, dans lequel on retrouve Nathan, le Robert Laffont, on va retrouver aussi Presse Pocket, pour des raisons complexes de la découverte, que je connais bien pour y avoir été en d'autres temps. Donc, si vous voulez, Belfond, 10-18, et ainsi de suite. Donc, effectivement, et ils sont assez importants, notamment dans le domaine de la jeunesse, puisqu'ils sont un des 2 leaders du marché du livre de jeunesse. Un troisième opérateur, qui est le groupe Média Participation, qui a à la fois, si vous voulez, un fonds religieux au départ, un fonds religieux classique, avec MAM, d'autres, etc. Vous avez aussi de la bande dessinée, où ils sont leaders au niveau européen, avec Dargaud, Dupuis, Le Lombard, par exemple. Et puis, ils sont, depuis quelque temps maintenant, donc propriétaires du groupe La Martinière lui-même, qui était propriétaire des éditions du Seuil, voilà, dans une récente concentration. Et puis, enfin, le groupe Madrigal, on retrouve une sorte d'acronyme, si je puis dire, pas d'acronyme, excusez-moi, de Gallimard, en tout cas, dans lequel on retrouve à la fois Gallimard, avec ses propres filiales qui sont POL et le Mercure de France, et de Noël. Et puis, effectivement, Flammarion, Casterman, et ainsi de suite. Donc, on a 4. Et puis, à côté de ça, on a à peu près, moi j'évalue à peu près 500 éditeurs que j'appelle professionnels. C'est une appellation strictement personnelle. Je considère comme professionnels, c'est-à-dire qu'ils sont capables, le critère que je retiens, qui est totalement arbitraire, mais qui me paraît faire sens, qu'ils sont capables de dégager un demi-salaire mensuel. Voilà, c'est pas beaucoup, mais enfin quand même, ça donne enfin comme type d'indicateur. Donc effectivement, et qui là, je veux dire, pour aller vite, font 97% du marché, je veux dire, en tant que tel. Pour le chiffre d'affaires, c'est ça, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on peut dire? L'exportation représente 22,8%. Je veux dire, je ne compte pas les territoires d'outre-mer, parce que naturellement, ils font partie de la République française dès lors. À mon sens, ce n'est pas de l'exportation, même si les statistiques ne les traitent pas de cette façon-là. Comme vous le savez, nous sommes dans un système de prix fixe et je pense que c'est important aussi de mesurer, y compris parce que ce dispositif, les gens soit le voient de façon formidable et affective, et très affective d'ailleurs parfois, et d'autres qui ont été violemment opposés sur ce type de choses. La Commission européenne, qui n'a pas toujours été favorable, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui n'est pas certain qu'elle le soit indéfiniment d'ailleurs. Et donc, effectivement, ce dispositif, là où il est intéressant, en tout cas, c'est à la fois de montrer que le dispositif de prix unique du livre n'est pas un dispositif inflationniste, dès lors que vous pouvez constater l'indice des prix, excusez-moi, j'ai laissé en anglais, je veux dire, l'indice des prix, la légende, l'indice des prix est en rouge, et l'indice des prix de l'imprès du livre est en rouge, l'indice des prix de détail est ici en bleu. Donc vous voyez qu'il y a une augmentation du prix du livre qui est moins importante que le prix des autres produits. C'est intéressant, si vous voulez, en soi à faire. Bon, c'est juste un indicateur, mais je pense que c'est bien de le poser. Ensuite, vous avez le nombre de titres édités. Là, je me base sur la classification, la base de données Electre, qui est sur la classification Dewey. Et donc, ça n'a pas toujours été Dewey, ça a été la CDU avant, classification décimale universelle, mais enfin maintenant, c'est à l'intérieur de ça.
et où en tout cas, où ce qu'on peut dire, comme vous le voyez, c'est que entre 90 et 2017, on est passé de 21 000 nouveautés et nouvelles éditions à 69 000. C'est-à-dire que c'est multiplié par 3, quelque chose, ce qui est quand même énorme, et ce qui fait qu'effectivement, on entend parfois aujourd'hui un terme qui me gêne, mais qui peut correspondre à quelque chose où on parle de surproduction, si vous voulez, éditoriale. Il est gênant dans le même temps que l'on défend en même temps la diversité culturelle et l'économie de l'offre, si vous voulez, en soi. Alors il y a un côté, je veux dire, dialecticien qui est certes important, mais je pense que surproduction est pas forcément plus généreux, mais en tout cas, il y a une production non réellement maîtrisée qui nécessite probablement une réflexion de régulation de la part, non pas de l'État, et on ne voit pas à quel titre de ce point de vue, mais du point de vue des professionnels eux-mêmes. Et ça, c'est un chantier qui s'ouvre actuellement en France, comme il s'ouvre dans d'autres pays, et il s'ouvrira naturellement dans toute une série d'autres pays. Parce qu'effectivement, c'est sur la capacité d'accueillir et de promouvoir les ouvrages. Le directeur du CNL, tout à l'heure, parlait de la difficulté qu'il y avait l'accès à la distribution ici au Luxembourg. Ben, effectivement, on ne l'a pas de la même façon, naturellement, en France. Mais, je veux dire, de fait, si vous voulez, c'est le sujet de pouvoir défendre, si je puis dire, promouvoir, vous prenez le terme que vous voulez, très bien les œuvres qui sont créées, qui sont publiées. C'est le rôle de l'éditeur, tout autant de diffuser que d'éditer en tant que tel. En termes de nombre d'exemplaires vendus, donc c'est à peu près sur la même période, c'est même sur la même période. Vous voyez que là aussi, on est en dessous, puisqu'on voit qu'entre 2005 et 2017, là, ce sont les sources du Syndicat national de l'édition, aussi le SNE, donc ça a baissé entre 2005 et 2017, mais si on regarde par rapport à 27 ans plus tôt, enfin, on n'est pas non plus, si vous voulez, dans quelque chose qui est dramatique. Donc, on n'a pas encore les chiffres de 2018, on les aura au mois de juin prochain en la matière. Et puis, ensuite, la répartition par domaine éditorial, puisqu'effectivement, c'est observateur de la littérature, mais aussi du livre, si j'ai bien compris. Donc, il y a bien sûr la littérature, mais il y a également le livre. Ce qui est intéressant ici, c'est que si on prend la littérature au sens large du terme, là aussi, ce sont des catégories qui sont faites par le SNE. Et à dessein, si vous voulez, j'ai isolé... Je vais me reprendre parce que je vais faire dans le papier. À dessin, j'ai constitué trois colonnes, chiffre d'affaires, nombre de titres publiés, c'est-à-dire nouveautés, nouvelles éditions, et nombre d'exemplaires vendus. Bon. Si on regarde par exemple la non-fiction qui par rapport aux catégories du SNE, j'ai retraité, c'est-à-dire que je prends à la fois les sciences humaines et sociales, mais pas le droit, cette fois-ci, que je traite à part, et je rajoute aussi les essais, actualités et documents. Donc, on arrive à 8,5% du chiffre d'affaires pour 6,4% d'exemplaires vendus, mais 25% de nouveautés. Alors là aussi, quand on parle de surproduction, c'est intéressant de voir, si vous prenez cette colonne du milieu, c'est très intéressant de voir que ça n'a rien à voir d'une catégorie à une autre et qu'il faut donc, faut pas raisonner livre en soi, si vous voulez, il faut raisonner sur des marchés, il faut raisonner sur des types d'œuvres et des catégories d'œuvres pour être plus pertinent. Si on regarde effectivement la jeunesse, c'est 12,8% du chiffre d'affaires, mais 19,1% du marché. L'écart s'expliquant par le fait que le prix moyen d'un livre de jeunesse est plus faible que le prix moyen d'un livre. Pour ça qu'on l'a, cette réflexion vaut également pour la bande dessinée que vous avez en dessous. Mais vous voyez quand même que la jeunesse et la bande dessinée, c'est pas loin maintenant du quart du chiffre d'affaires. Et en fait, c'est près du tiers, si vous voulez, des exemplaires vendus. C'est intéressant, si vous voulez le poser. La difficulté que nous avons, comme quoi tout n'est pas parfait, c'est que là, dans la bande dessinée, aujourd'hui, parler de bande dessinée de façon générique est à mon avis insuffisant, en ce sens que entre la bande dessinée jeunesse d'une part et la bande dessinée adulte, il y a actuellement, si vous voulez, une différence totalement, enfin ça n'a strictement plus rien à voir. Ce sont des livres illustrés, illustrated books, comme disent les anglo-saxons, mais c'est pas le même type d'écriture, c'est pas le même type, enfin je veux dire, ce sont des choses différentes. Enfin, pour le moment, cet outil statistique n'existe pas véritablement. On l'a ici et là, mais en tout cas qui est assez intéressant.
Dernier qu'on peut avoir, si vous voulez, pour la France, qui sont les lieux d'achat. Là, c'est une enquête qui est menée depuis plus de 30 ans par l'Observatoire de l'économie du livre au ministère de la Culture que j'évoquais tout à l'heure, et qui est confiée depuis lors à la Sofres, qui est un institut de sondage. Donc il y a une continuité, si vous voulez, dans la méthode et autre chose, et donc qui donne, si vous voulez, qui est assez intéressante dans ce qu'elle donne. Il n'y a pas les livres scolaires. Les livres scolaires sont à part. C'est vrai que de toute façon, le livre scolaire est une industrie totalement à part, si vous voulez, parce que la création n'est pas la même et les types de marché, la prescription, enfin, ne sont pas du tout de même nature. Et ça, de temps en temps, il faut le dire, ce qui ne veut pas dire que c'est un jugement de valeur sur une forme ou sur une autre, mais enfin, en tout cas, il faut l'avoir à l'esprit. Et qu'est-ce qu'on observe? La librairie, vous voyez que sur la période 95-2017, on est passé de près de 35% à 22%. Donc, effectivement, alors je vais y revenir après, à dessin, là aussi, si vous voulez, j'ai décomposé, d'où les surlignages en vert, les librairies qu'on voit le plus souvent, qui sont, on va dire, que moi j'évalue à peu près à 700 ou 800 points de vente, si vous voulez, sur la France, la première ligne en vert, si vous voulez, qui est ici, qui était à 23,6, qui passe à 18,5. Ça veut dire qu'elle résiste, hein, quand même, si vous voulez, qu'elle existe. En revanche, l'effondrement, c'est la librairie de proximité, de pure proximité. Ça intègre aussi les zones rurales, ça intègre, enfin, si vous voulez, beaucoup de genres de choses qui ont beaucoup disparu. Alors, qu'est-ce qu'on a observé? Multiplié par plus que 2 les grandes surfaces culturelles, dans lesquelles on va trouver à la fois les Fnac, mais aussi Virgin, ou les Furets du Nord, dont je n'ai pas encore compris pourquoi ça s'appelle culturel, mais enfin bon, ça c'est un autre sujet. Mais effectivement, vous voyez ce que c'est, ce qu'on appelle les grandes surfaces culturelles qui vendent du livre, du disque, du DVD, enfin je dirais autre chose, c'est comme ça qu'on appelle cette catégorie. Les grandes surfaces non spécialisées, c'est Carrefour, Auchan, Leclerc, enfin hyper et supermarché, si vous voulez, pour aller vite, qui eux sont en régression régulière, puisqu'effectivement, ils étaient montés à 20,7, ils sont à 19, et si vous voulez, c'est une tendance qui se diminue. Mais là, c'est des pratiques de consommation. Plus généralement, vous savez qu'on le voit, enfin, moi je connais plus Paris que d'autres villes en France, mais je vois donc dans mon quotidien, les grandes surfaces, si vous voulez, en banlieue, etc., se réduisent et réouvrent des carrefours de proximité, pour prendre un des distributeurs, si vous voulez, dans les centres-villes. Donc on n'est pas, si vous voulez, dans la même chose. Donc c'est pas lié qu'à des pratiques que liées au livre lui-même. On observe que la vente par Internet est à 20%, probablement sera à 21% pour ce qui concerne l'année 2018. Donc c'est plus du 5e maintenant. Alors c'est pas beaucoup, c'est beaucoup, si vous voulez, en tant que tel. Pour vous donner un ordre de grandeur, que ce chiffre est public, je peux le citer, mais pour une maison comme les Presses universitaires de France, je veux dire, hors que sais-je, le chiffre d'affaires de vente de livres physiques via Amazon ou via Fnac.com, si vous voulez, ou d'autres, est de l'ordre de 27 ou 27,5 ou 28%, si vous voulez, de leur chiffre d'affaires. Ça vaut probablement aussi pour une maison comme La Découverte, si vous voulez, sur des fonds qui sont très spécialisés. C'est-à-dire que Amazon ne vend pas, ou la Fnac.com, vend aussi, si vous voulez, des livres de fonds de forte vente, et que parfois on ne trouve plus dans des librairies. Ce qui ne veut pas dire pour autant que les librairies n'en ont pas, mais si vous voulez, c'est aussi ça. Donc, ce sont des librairies, on ne peut pas dire que ce ne sont pas des librairies, ils ont un nombre de références qui existent en tant que telles. La question serait bien qu'ils ne soient pas les seuls. Vous voyez que, si vous voulez, au travers de tous ces chiffres, je suis parti du SNE, je suis parti de l'Observatoire d'économie du livre, je suis parti de la BNF, etc. J'ai un certain nombre de choses, mais on a aussi d'autres données, si vous voulez, qui peuvent nous venir. Le ministère de la Culture, là aussi, mais là, je vais aller très rapidement, et je pense que tout à l'heure, enfin, ce sera abordé également dans l'après-midi, mais c'est la lecture est française, donc on estime à peu près autour de 80, d'après les études faites par le ministère de la Culture, que 90% des Français ont au moins lu un livre dans l'année. C'est une enquête qui est faite de façon régulière, etc. 89, 90, 91 selon les cas. Bon, c'est un chiffre que j'aime bien, mais qui est, à mon sens, quand même un petit peu théorique. Et à l'intérieur de ça, si vous voulez, le plus intéressant à voir, et ça a corrélé aussi avec le travail que faisait Olivier Donat, que je citais tout à l'heure, sur les pratiques culturelles des Français, où on avait effectivement les grands lecteurs qui étaient quand même le cœur de cible. On appelait à l'époque les grands lecteurs ceux qui lisaient plus de 2 livres par mois. À partir de 2 livres par mois, si vous voulez, au-delà, ce qui était beaucoup. Bon,
Eh ben, aujourd'hui, si vous voulez, on prend à partir de 20 livres par an, donc c'est pas 24, et ils sont plus que 25% quand ils étaient 30. Donc effectivement, il y a une massification, une densification, il y a toujours un certain nombre de gens qui lisent, moins qu'en Scandinavie, mais plus que dans les autres pays latins, par exemple, si vous voulez, pour aller vite. Mais effectivement, il y a un nombre de livres moyens lus qui est moins important. Bien, ça c'est le premier chiffre. Un éclairage un petit peu international. Les livres en français, c'est la seconde langue traduite dans le monde. Très loin derrière l'anglais, c'est exact, mais quand même, si vous voulez, dans la seconde langue, avec à peu près 13 000 à 13 500 contrats de cession qui sont signés chaque année, sessions de traduction, c'est-à-dire d'une œuvre vers une langue ou vers une autre. Il y a à peu près 40 ou 42 langues, si vous voulez, qui sont concernées pour ce genre de choses. Ce qui est très intéressant, si vous voulez, à l'intérieur de cela, 30,7% de ces contrats de cession, c'est la jeunesse. C'est-à-dire les livres pour enfants entendus peut-être jusqu'à 15 ans, peut-être jusqu'à 18 ans, maintenant que les YA, comme on dit, les jeunes adultes. Ça, c'est pas encore très clair. Et à l'intérieur de cela, évidemment, le principal étant naturellement la Chine. Bon, puisque la Chine, sur les 13 000 et quelques, on achète 2366. C'est le premier acheteur de droits de traduction. Mais on en trouve dans d'autres pays. Après, c'est la langue espagnole, 1160 titres. Après, c'est l'italien, 1136. Puis l'allemand, 813. Le coréen, 732. Et enfin, l'anglais, tout territoire confondu. Angleterre, États-Unis, Australie, etc. et tout, avec 713, dont 344 pour les États-Unis, 250 pour le Royaume-Uni. Donc c'est intéressant. À l'inverse, et je ne sais pas s'il faut s'amuser, si on prend les statistiques de dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France, si vous voulez, cette fois-ci, alors que tout à l'heure, pour la session, c'était des chiffres du syndicat national de l'édition, il y a eu 12 340 traductions publiées en 2017 de livres traduits de langues étrangères, d'après le dépôt légal. À l'intérieur de cela, 7 643 de langue anglaise. C'est-à-dire près de 60% des livres publiés traduits sont des livres d'origine, d'écriture. Alors, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Inde, vous voulez, mais enfin bon, en tout cas, c'est quand même intéressant, si vous voulez, de voir l'échange. C'est la réalité du marché en tant que tel. Donc, ce qu'on peut dire pour une réflexion sur l'observatoire, c'est cette diversité des sources. Il faut aller les chercher, mais ça veut dire aussi, vous évoquiez tout à l'heure, le directeur du CNL, la question de la structuration du secteur, si j'ai bien compris, dire en termes un peu autre que les vôtres, mais je traduis un peu autrement. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on observe qu'il y a à la fois des travaux scientifiques ou parascientifiques organisés qui sont faits par l'État, ou l'État qui commande à des prestataires extérieurs comme la Sofres, par exemple, qui peut y avoir, mais ça peut être fait aussi par des instances professionnelles. C'est le cas du syndicat national de l'édition. On peut l'avoir aussi pour les libraires ou d'autres choses. Et je pense qu'on ne peut pas avoir un observatoire s'il n'y a pas une sorte de synergie des efforts qui sont faits sur la collecte de données et la nature des échanges de données qu'il peut y avoir. Hier, j'avais un échange avec Hervé Renard, qui est le responsable de l'Observatoire de l'économie du livre. Je parlais notamment pour aujourd'hui, pour voir si vous voulez sur certaines statistiques, puisqu'ils vont sortir la semaine prochaine le 4 pages qui publie chaque année. Celui de 2017 a été amené par notre ami aujourd'hui à l'GDL et qui est sur la table ici. C'est-à-dire, comment il s'appelle le document déjà ? Les chiffres clés de l'économie du livre, voilà, qui est ici sur la table que vous avez. Et ça va sortir pour le Salon du Livre, c'est-à-dire le 14 mars. C'est-à-dire très vite, si vous voulez, celui pour l'année 2018. Mais enfin bon, donc je discutais avec lui, et c'est marrant, à un moment donné, il renvoie un mail à nous deux, d'ailleurs, en tant que tel, et il dit, attention, là, par rapport à ce que je vous envoyais tout à l'heure, les chiffres ont un peu bougé, parce que j'ai vu avec la personne du syndicat national de l'édition. Donc, c'est ce qui veut dire que, si vous voulez, il y a un travail. Je veux dire, il y a un travail qui est fait, et vous ne pourrez pas avoir des sources si c'est uniquement, si vous voulez, professionnel, si c'est uniquement universitaire, ou si c'est uniquement administratif. Je crois que c'est la clé de ce qu'on peut avoir, et on peut, à partir de là, si vous voulez, construire toute une série
données qui sont des données qui donnent matière à interprétation, qui donnent matière à travailler sur un certain nombre de sujets. Vous évoquiez le Centre national du livre français. Je veux dire, cette fois-ci aussi, il y a aussi des réunions études qui se font pour essayer de voir la FIL elle-même qui réalise quelques études, si vous voulez. Donc je crois que c'est d'abord ça, si je puis donner, je veux dire, une manière de voir, en tout cas, pour une élaboration. Quelqu'un a employé le terme très chic de work in progress, mais qui peut se faire. Je vous remercie.